Et ben, on va démarrer. Bonjour à tous et bienvenue à ce comptoir. Donc c'est un comptoir organisé par Octo en partenariat avec Wacom. Et le sujet du jour, c'est Continuous Discovery et Continuous Delivery pour construire l'assurance de demain. Le comptoir d'aujourd'hui, on va le présenter avec mes collègues autour de la table sous la forme d'un retour d'expérience sur une mission dans laquelle Octo a accompagné Wacom au cours de l'année passée. Où l'objectif de notre mission, c'était d'accompagner Wacom sur la construction d'un nouvel asset logiciel clé dans la stratégie de Wacom, qui combine produits assurantiels et blockchain. C'était une mission avec beaucoup d'incertitudes, à la fois par la complexité du métier de l'assurance et la complexité de la blockchain qui est venue s'ajouter. Et on s'est fait la conviction que ce qui nous a aidé on va dire, à garder le cap et à savoir si on allait dans la bonne direction, c'était notamment la méthodologie DDD pour Domain Driven Design, et c'est un peu tout ça qu'on a envie de vous partager ce matin. Avant d'aller plus loin, je vous propose de faire un tour de table. On va peut-être commencer par Thomas, qu'on accueille de Wacom ce matin. Si tu peux te présenter succinctement. En tout cas, merci de l'invitation. Donc, moi, je suis Thomas Dobzhiewski, je suis product manager chez Wacom et notamment en charge de tous les sujets B2C, donc relatifs à la distribution et à la gestion de contrats d'assurance. Sophia, si tu veux prendre là-dessus. Alors, moi, je m'appelle Sophia Calcagno, je suis consultante chez Octo et je suis intervenue chez Wacom donc, pour le retour d'expérience qu'on va vous présenter. Et je participe à ce comptoir en tant qu'experte en domaine driven design. Eh bien, merci. Et je pense avant de rentrer dans le vif de ce retour d'expérience, je vous propose de démarrer avec un peu de contexte. Thomas, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement l'activité de Wacom pour comprendre dans quoi on est les pieds ce matin? Ça marche. Donc, Wacom, c'est un assureur. Ça fait à peu près presque 200 ans que la boîte existe. Alors d'abord sous le nom de la Parisienne et depuis maintenant un peu plus de 2 ans sous le nom de Wacom. Donc on est un assureur B2B2C, c'est-à-dire qu'on co-construit des produits d'assurance en marque blanche pour nos partenaires pour qu'ils les distribuent sur leur plateforme. Donc c'est vraiment tout type de produits. Ça peut être des produits affinitaires, donc tout ce qui est extension de garantie. Des produits liés à la mobilité, donc les assurances auto classiques, mais également aussi tout ce qui est en lien avec ce qu'on appelle la gig economy, donc c'est les acteurs type Deliveroo, Uber, etc. Donc il n'y a pas de produits qu'on n'est pas capable de construire pour nos partenaires. Et on est principalement donc sur l'Europe avec 60% de notre GWP qui est fait en dehors de la France. Très bien. Merci pour ce contexte-là. Je pense qu'on peut rentrer dans le vif de notre règle de ce matin. Pour prendre déjà un peu de hauteur, je voudrais vous présenter on va dire les principaux jalons temporels de cette intervention d'Octo chez Wacom. Donc ça s'est déroulé, l'histoire elle commence à partir de l'été dernier, de juin 2022, où nous, côté Octo, on a commencé à intervenir chez Wacom au début assez classiquement pour une phase de cadrage. Dans la littérature, on parle aussi de scoping, où l'idée c'était de prendre du contexte et essayer de comprendre un peu le besoin que tu nous avais formulé et qu'on va présenter juste après. Et puis à la fin de l'été, sur la base de tout ce cadrage et de toutes ces recommandations qu'on a pu faire, on vous a accompagné, Wacom, sur une phase de delivery logiciel. Donc, on vous a fait des précaux et puis on vous a aussi accompagné dans la réalisation. Et puis en principaux jalons, je dirais que 3 mois après le delivery, on a pu faire notre première mise en production de notre solution à la fois sur le cloud et sur la blockchain, avec un produit sur lequel on pouvait faire de premiers actes de gestion de bout en bout et on en était très fiers. Et puis après, on s'est laissé le temps de compléter les fonctionnalités du produit avec d'autres actes de gestion, faire aussi des tiers de performance pour anticiper la charge prévue, pour proposer une mise en service en avril, et ça, c'était le mois dernier. Alors maintenant, si on rentre dans le détail de notamment cette première phase de cadrage sur la lettre de mission initiale qu'on avait,
Moi, je me rappelle quand j'avais démarré cette aventure au début de l'été, je me rappelle que tu nous disais que toi, ton besoin à la base, c'était que tu voulais pour Wacom développer un nouvel asset qui est un nom un peu barbare et qui s'appelle le BPO Middleware. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu rapidement? En effet, donc le BPO middleware, c'est pour donc en effet un business process outsourcing middleware. En fait, au tout début de l'histoire, il y a la volonté de Wacom de créer des nouveaux accélérateurs technologiques pour adresser en fait une nouvelle typologie de partenaires qui sont ce qu'on appelle nous les non-insurance specialists. Donc, ce sont l'ensemble des acteurs qui souhaitent distribuer de l'assurance, mais dont ce n'est pas le cœur de métier. Et donc, on a commencé donc en 2022 par la création de tunnels de souscription en marque blanche. On était d'ailleurs accompagné par Octo également sur ce sujet-là. Et très vite, on s'est rendu compte que si on proposait des capacités de distribution, il faudrait que on propose aussi des capacités de gestion. Et ce métier de gestionnaire de contrat d'assurance, ce n'était pas quelque chose qu'on avait chez Wacom. Et historiquement, on s'appuyait toujours sur donc ce qu'on appelle des TPA ou des BPO. Donc, ce sont des entreprises spécialistes de la gestion de contrats d'assurance. Et donc, l'idée, c'était de proposer vraiment une brique d'intégration qui permettait à l'ensemble de nos partenaires d'avoir une porte d'entrée vers l'ensemble de ces gestionnaires et donc de créer ce BPO middleware. En fait, qui finalement était une API, à la fois une API de souscription et à la fois en fait un orchestrateur qui allait transmettre l'ensemble des informations de contrat au bon BPO pour la gestion du contrat. Très bien. Alors, j'en oublie mes devoirs d'animateur. Pour l'audience, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on pourra les prendre à la fin de cette présentation. Donc, si je reprends le fil, donc nous, on t'a accompagné pendant l'été pour essayer de cadrer ce besoin et essayer d'explorer l'espace de problème, voir comment ça allait pouvoir se projeter sur une solution logicielle. Et puis, ça nous amène du coup à la fin de l'été, à la fin du cadrage, où nous, côté Octo, on est prêt à vous accompagner sur un delivery, mais surprise, à la fin de ce cadrage, finalement, il y a un delivery qui démarre, mais c'est pas le delivery logiciel du BPO middleware. Finalement, la vision produit, elle a shifté pendant ce cadrage pour aller vers une autre solution, une solution de policy admin system sur la blockchain. Thomas, est-ce que tu pourrais nous parler un peu comment toi, tu as vécu ce changement de cap pendant l'été? Donc, en effet, pendant l'été, il y a une autre initiative qui a été menée par Wacom. C'était l'idée d'enregistrer l'ensemble de nos contrats d'assurance sur la blockchain. Donc, c'était une initiative aussi partagée entre Wacom et encore Octo. Et en fait, au mois de septembre, en fait, finalement, ces deux initiatives, à la fois l'initiative d'enregistrer les contrats dans la blockchain et d'avoir en fait une brique qui permettait à terme de faire la gestion des contrats. En fait, ces deux initiatives, elles ont fusionné pour donner le projet OCPAS, donc On-Chain Policy Admin System. Et donc, on a créé notre propre outil de gestion de contrats d'assurance. Et donc, ce projet, il était complexe puisque, comme je l'ai dit, le métier de la gestion de contrats d'assurance, il était externalisé chez Wacom. Et la technologie blockchain était aussi quelque chose d'assez inconnu chez Wacom. Très bien. Donc, nous, quand on a quand on a réalisé ce cadrage, on s'est fait la conviction avec un peu de recul que ce qui nous a aidé je pense, à identifier aussi la bonne direction et prendre du recul et explorer un peu ce métier complexe et aussi les technicalités de la blockchain, ça a été de se baser sur une boîte à outils, sur une méthodologie qui s'appelle le DDD. Et c'est aussi ça qu'on voulait vous partager ce matin. Et ça tombe bien, on a une experte dans la pièce, c'est Sophia, qui va pouvoir nous en parler un petit peu plus. Très bien. Alors, commencer, donc le DDD, c'est le Domain Driven Design et c'est un ensemble d'outils
et de méthodologies qui permettent de explorer le problème qu'on veut résoudre, donc de l'alignement et de la découverte jusqu'à son implémentation dans le code. Et en fait, c'est un processus qui est itératif, c'est-à-dire que on va partir d'un modèle et aller zoomer petit à petit jusqu'à l'implémentation dans le code, mais en même temps, on va aussi apprendre des choses en livrant du code. L'implémentation qu'on va faire va nous faire découvrir des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé de notre problème. Ces apprentissages vont en retour nourrir le modèle qu'on avait. Donc, ça permet, en fait, quand on parle de DDD, on parle de plusieurs, une somme en fait d'outils et de méthodologies qui vont nous permettre d'explorer ce problème selon différents niveaux de zoom. Donc, soit on va le voir en big picture, soit on va le voir vraiment sur un détail, sur une fonctionnalité ou sur l'implémentation du code. Et aussi, ça va permettre de faire plusieurs focus. On peut avoir un focus stratégique, on peut avoir un focus plus architecture, un focus plus lié au product design. Et donc, quand Mehdi me demande sur quoi on s'est concentré sur le cadrage, on est plutôt vers la gauche, donc là où on va s'aligner et on va essayer de découvrir l'espace de notre problème. Donc, je vais commencer à vous parler d'un premier outil qui est l'Event Storming Big Picture. Donc là, je vous ai mis quelques photos de à quoi ressemble cet atelier. Donc, très concrètement, on va mettre plein de personnes dans la même pièce et on va, dans cette pièce, avoir un mur, donc ce que vous voyez sur la photo de droite, un mur où on va mettre du papier craft tout au long et on va donner aux participants des post-it. Et on va leur demander d'écrire en fait une histoire qui est l'histoire du problème que le logiciel cherche à résoudre. Et cette histoire, elle s'écrit d'abord via des événements. Donc, qu'est-ce que c'est un événement, un event storming? Là, sur la photo, vous voyez, il y a pas mal de post-it orange. Donc, c'est le code, l'orange, qui est lié à un événement. Et on va écrire, c'est un post-it où on a écrit quelque chose qui est arrivé au passé. Et en fait, c'est quelque chose qui est arrivé dans le système. Et je peux vous donner quelques exemples. On peut avoir comme événement une police a été souscrite, une quittance a été validée ou une police a été publiée sur la blockchain. Et en fait, c'est ces événements qui vont être les pierres avec lesquelles on va construire cette histoire. Ce que vous voyez aussi là sur la photo tout à droite, c'est qu'on a mis une toute série de post-it rose-rouge qui correspondent en fait à des questions. Donc, quand on va commencer à modéliser ensemble notre problème, il va y avoir des choses qu'on ne saura pas résoudre en session, mais on notera toutes les inconnues qu'on verra émerger. Et ce sont des choses qu'on va aller enrichir, on va aller s'informer et on va creuser peut-être sur d'autres ateliers. Il y a aussi une question qui est-ce que je mets dans la chambre quand je fais un event storming? Alors, en fait, quand je dis qu'il y a plein de monde, c'est aussi des personnes qui sont représentatives de plusieurs aspects de la conception logicielle. Donc, on va avoir à la fois des développeurs, on va avoir aussi des métiers, donc PO, PM, on va avoir des UX, on va avoir des architectes. En fait, c'est toutes les personnes qui peuvent nous aider à comprendre comment va fonctionner ce logiciel. Et c'est les personnes aussi qui vont le faire. Donc, ce modèle, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Et en fait, quand je dis qu'il va évoluer dans le temps, c'est qu'on va sortir de cet atelier. Concrètement, celui-là, moi, je l'avais animé et à la fin, on avait pris des photos et on avait passé tous ces post-it sur un logiciel qui s'appelle Miro. Et on a pu ensuite enrichir ces événements en associant d'autres éléments de modélisation. Par exemple, on va s'interroger sur quel système ont produit ces événements ou quelles personnes ont interagi avec le système pour que ces événements surgissent, quelles sont les règles métiers qui sont associées à tout ça, etc. Et là, ce que vous voyez en bas, c'est un extrait de Miro où on a même intégré les écrans. Donc, vous voyez en haut, c'est des captures d'écran du policier admin portal. Et on va voir avec les post-it verts quelles sont les données
qu'a besoin l'écran pour s'afficher. Et par exemple, en post-it bleu, on a des commandes et on va dire bah, cet écran, quand j'appuie sur ce bouton, ça va me faire cette commande, qui va me faire cet événement, etc. Thomas, toi qui avais aussi participé à ces ateliers, tu voulais partager un peu ton expérience Oui, là-dessus? donc en effet, cet atelier, j'ai trouvé super, notamment pour cartographier toute la connaissance en fait qui était répartie entre plusieurs personnes chez Wacom. Et le résultat de cet atelier, on en a fait vraiment un référentiel pendant tout le cycle de delivery. Ça nous a aussi permis de nous rassurer sur notre capacité à construire l'outil, même si on n'avait pas accès aux utilisateurs finaux, qui sont les gestionnaires. J'ai beaucoup aimé aussi la modularité de l'exercice. C'est très pratique comme exercice. On peut vraiment ajouter des événements, des informations au fur et à mesure, des échanges entre tous les participants. Et le fait d'identifier rapidement les zones d'ombre et les questions qu'on a sur chacun des Il y en a événements. qui passent par le toit, d'autres qui passent par la porte. Donc, du coup, ça permet d'aller chercher de la compétence spécifique sur des points identifiés. Donc, sur certains sujets, on a pu aller chercher de la compétence directement en interne chez Wacom. Et pour des sujets pour lesquels on n'avait pas du tout la compétence chez Wacom, on est allé la chercher à l'extérieur, notamment du côté de Accenture, qui nous a aidés sur la partie réglementaire et sur la partie paiement. Merci pour ce partage. Et évidemment, la phase de cadrage, elle est dédiée à la découverte. On essaie d'en apprendre un maximum sur le sujet avant de se lancer dans le développement. Mais pendant la phase de développement, on s'est aussi basé sur ces outils pour continuer à apprendre des choses, sur ce métier assurantiel complexe et sur les problèmes que la blockchain pouvait poser. Sophia, est-ce que tu peux aussi nous parler de comment le DDD, ça continue à se décliner pendant la phase de développement? Oui, bien sûr. Donc, je reviens à ce schéma que je vous montrais au début. Et là, on va être plutôt sur la droite, donc je disais plutôt proche du code. Et je vais commencer par vous montrer un outil qui s'appelle le Bounded Context Canvas. Donc, cet outil va permettre donc de zoomer beaucoup plus sur donc ici un domaine et notamment dans celui que je vous montre, on s'était interrogé sur les résultats d'une commande qui arrive pour ce domaine-là. Et donc, on va essayer de voir comment ce domaine va interagir avec des systèmes externes. Donc ici, on voit ce que vous voyez en rose, ce sont ces systèmes-là. Et on a des personas, donc le gestionnaire de contrat, par exemple, qui va interagir avec le policier admin portal, qui est notre application frontale, et qui va, par exemple, faire une commande qui est annuler la police. Et en fait, ce que vous voyez au milieu de ce canvas, c'est toutes les règles métiers qui vont permettre de traiter cette commande. Donc là, je vous ai pas tout mis parce que en vrai, je pense qu'on en avait 2 ou 3 fois plus de règles métiers que ça. Mais par exemple, on peut pas faire d'acte de gestion, donc dont l'annulation d'une police d'assurance, lorsque la police n'est pas opérable, n'est pas souscrite, n'est pas active, n'est pas déterminée ou à des sinistres. Et donc tout ça, on l'a écrit avec un vocabulaire qui va être compréhensible à la fois par le métier et par le développeur. Et donc ensuite à droite, ce que vous voyez là, c'est qu'est-ce que ce domaine va renvoyer comme événement. Et donc ici, une fois que toutes ces règles-là sont validées, on va avoir cette police qui va être résiliée. Et cette information va être transmise à des systèmes externes, notamment à notre système d'écriture sur la blockchain, qui va pouvoir dire, OK, moi, je vais écrire le fait que vraiment cette police a été annulée. Mais Thomas, comme on avait rempli cet outil ensemble, tu as des réactions là-dessus? Ouais, moi je l'ai trouvé très utile. En effet, on a dans le cycle d'un contrat d'assurance, il y a quand même euh, des choses très différentes. On va avoir au tout début, dans la partie distribution, notre user, donc qui va être le souscripteur. Ensuite, sur la partie gestion de contrat, finalement, ça va être le gestionnaire qui va être le user et notre souscripteur va être l'assuré. Donc, cet outil il est vraiment très utile pour identifier, pour
pour faire aussi notre modèle de données et créer l'ensemble des règles de gestion liées à l'ensemble de nos domaines, que ce soit donc en effet le PaaS, la blockchain, etc. Donc ça nous a permis de vraiment clarifier l'ensemble des interactions en fait entre tous les domaines, vraiment avec une vision très très métier. Ok. Merci pour ce partage. Sophia, il y avait d'autres outils que tu voulais nous partager. Oui, tout à fait. Je voulais vous parler aussi de l'example mapping parce que ce que je vous ai montré justement sur la slide précédente, c'était un modèle de contexte Canvas où on avait mis des règles métiers. Et ces règles métiers, là, on les avait transcrites suite à certains ateliers d'example mapping. Donc, qu'est-ce que c'est un example mapping? C'est un atelier dans lequel on va mettre dans la même pièce, donc, pour nous, c'est les développeurs, quelques développeurs et le PO. Et on va essayer de décrire les fonctionnalités qu'on veut développer via des exemples. Donc, nous, il y a différentes façons de faire cet example mapping. Et nous, on l'a fait en utilisant justement l'event-storming. Donc, si vous vous souvenez, c'était cette histoire qu'on avait écrite avec des post-it orange, donc des événements et plein d'autres choses qu'on avait aussi modélisées. Et donc là, par exemple, je vous montre un un example mapping par rapport à l'annulation des polices. Donc, on va décrire plusieurs cas qui vont être traduits par des événements et des données. Donc ici, par exemple, si vous regardez l'exemple tout à gauche, on va voir lorsqu'on va faire une demande de souscription de police avec une certaine date. Donc ici, on a le 11 février 2023. Notre système va valider la quittance associée à cette police et on va avoir une publication on-chain quelques millisecondes, je crois, plus tard. Et on va avoir une commande qui va dire qui va arriver plus tard, donc où quelqu'un va vouloir annuler cette police. Et cette demande d'annulation, elle va intervenir à une date qui est en fait plus que 2 semaines après la souscription de cette police. Et nous, on a une règle où, donc si on est en train de parler d'une rétractation, en fait, cette rétractation ne peut pas avoir lieu plus de 2 semaines plus tard. Et donc, du coup, en discutant avec le métier, il va nous dire, si on a tout ça en entrée, moi, je veux que cette rétractation ne soit pas acceptée. Et donc, du coup, on a mis ici un post-it orange, un événement qui dit que cette rétractation n'a pas été acceptée. Et là, ce que vous voyez aussi, c'est un post-it rouge où on va se demander quelle va être la source de cette date qu'on appelle une date of notice, qui est la date à laquelle la personne va demander d'annuler sa police. Et donc, vous voyez, on fait ça pour plusieurs exemples, plusieurs données différentes. Donc, on voit que lorsque la date est bien dans les 14 jours et qu'on n'a pas de sinistre, cette demande est acceptée. Par contre, si la date est bien dans les 14 jours, mais on a des sinistres, elle va être refusée. Je ne vous ai pas tout mis parce qu'il y avait beaucoup de cas, mais en fait, ça nous a aidé, par exemple, à lister ces exemples, à discuter avec le métier des différentes façons dont on peut ou on ne peut pas faire cette annulation et à être un peu exhaustif aussi sur les cas de test qu'on va mettre par la suite. Ok. Et cet exercice de formulation, après, il se transcrit dans du code. Oui, tout à fait. Donc là, je vous ai montré à quoi ressemblent les spécifications j'ai un blanc, comment s'appelle l'atelier que je viens de l'exemple mapping. Je suis en train de m'emmêler avec tous les ateliers que je vous présente. Et donc là, je vous ai fait un zoom d'un test qui est issu de cet example mapping où j'ai pris, donc là j'ai juste pris les événements, mais en vrai, ils sont aussi associés avec les données que vous voyez en vert tout à l'heure. Donc ici, on va avoir tous cet enchaînement de demandes de souscription, validation de la quittance, publication on-chain et demande d'annulation. En fait, si vous voyez les post-it en haut, vous voyez ça. Et en bas, vous allez voir la traduction dans du code de test. Donc, on va avoir given an issued policy avec son identifiant et la date à laquelle cette demande va être faite. Donc, c'est la même date que je vous avais montré précédemment, donc le 11 février 2023. On va demander, cette police va être validée et elle va être publiée on-chain à la date que je vous avais dit tout à l'heure aussi.
Et donc là, vous voyez le when qui correspond au post-it de commande bleue. Donc, quand l'opérateur Bertrand va demander cette demande d'annulation donc à une date qui est plus de 2 semaines plus tard, sans sinistre et avec une description qu'on a mise en bas, alors then, cette demande ne va pas être acceptée. Donc, c'est post-it orange tout à droite. Très bien. On va arriver sur la fin de ce comptoir et je vais terminer en vous posant une question à chacun. Je voudrais bien avoir votre avis pour prendre un peu de recul. Comment est-ce que vous avez l'impression que tout cet outillage DDD, et notamment l'eventstorming sur lequel pas mal de nos discussions ont gravité, comment vous avez l'impression que ça a impacté la vision produit tout au long de cette mission? Je veux bien commencer par avoir ton avis à toi, Thomas, en tant que product manager. Ça a impacté très positivement. Hein. On a eu finalement une période très courte pour faire le cadrage suite au changement de direction. Donc, grâce à ce framework, on a pu faire un cadrage en moins d'un mois, se concentrer sur les fonctionnalités à plus forte valeur ajoutée. Donc en termes de vision produit, je trouvais ça assez remarquable. On a pu malgré tout donc atteindre notre deadline de début d'année pour livrer une première version de cet outil. Donc voilà, c'est tous les ateliers que Sophia vous a montrés, ça nous a vraiment permis d'accélérer, d'identifier les points d'attention rapidement, d'apporter des solutions, de dérisquer et voilà, d'accélérer sur toutes les fonctionnalités importantes. Et d'ailleurs, sur l'example mapping, je vais revenir rapidement, on a quand même ce biais quand on fait toujours du cadrage, c'est de se concentrer sur les cas passants. Et l'example mapping, c'est vraiment un exercice très intéressant pour travailler sur les cas non passants et aussi mesurer à quelle fréquence en fait ces cas non passants peuvent se produire et décider de les traiter ou de pas les traiter. Donc voilà, c'est encore un outil qui permet vraiment d'identifier les sujets sur lesquels il faut mettre de l'effort. Donc voilà, dans le contexte dans lequel on était, je trouvais tous ces exercices très intéressants. Ils peuvent être menés aussi en parallèle du delivery. Donc voilà, c'était très intéressant de travailler dans ce contexte-là. Merci Thomas. Et toi, Sophia, qui a eu un rôle plus technique, ça des choses à nous partager, à nous terminer? Oui, en fait, du coup, comme moi j'intervenais, donc là je vous ai montré plein d'ateliers, mais moi j'intervenais en tant que développeuse, et bien sûr j'animais aussi certains de ces ateliers. Ce qui est intéressant en fait de développer en faisant du domaine driven design, c'est que on arrive à prendre en main plus facilement un nouveau métier. C'est-à-dire que moi c'était la première fois que je faisais de l'assurance et j'ai pu intégrer plus facilement ces termes-là. Vu qu'on a longuement discuté de la meilleure façon de parler d'une police d'assurance, on parlait de sinistre et on essayait de comprendre la différence quand plusieurs personnes utilisaient les mêmes mots. On s'attaquait à cette ambiguïté. Donc très rapidement, j'ai pu communiquer avec le métier en utilisant les bons termes et on se comprenait beaucoup mieux. On a aussi le fait que on peut, en tant que développeur, être intégré à cette conception du produit. Donc, en plus du fait que ça nous aide à nous, vu qu'on comprend, on est plus embarqué sur cette conception, on arrive à mieux l'implémenter, on a moins d'aller-retour avec le métier. Et aussi, on peut apporter un peu nos connaissances techniques qui vont aider à être plus en service du métier qu'en limite du métier. Et on pourra, par exemple, aussi pointer que certaines choses vont peut-être prendre plus de temps, vont être plus compliquées, alors que d'autres, ça va être des quick wins. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aussi aidé à faire la part entre la complexité métier et la complexité technique, vu que, comme Thomas vous disait, on avait pas mal de challenges techniques, on était en train d'interagir avec la blockchain, et en faisant cette modélisation métier, on pouvait avoir cette discussion de OK, mais quelles sont les choses qu'on est en train de faire parce que
c'est le métier qui est complexe comme ça, quelles sont les choses qu'on est en train de faire comme ça, parce que la blockchain fait qu'on a des limitations. Je vous remercie, Sophia et Thomas, pour cette partie de présentation sur le comptoir. Avant de passer aux questions, si l'audience en a, je me permets un petit moment de publicité. Si le comptoir d'aujourd'hui vous a plu, peut-être que le prochain vous plaira aussi. Donc, on en fait un autre le 30 mai pour parler gestion de bilan carbone et solutions EPM. Donc, c'est les mêmes modalités d'inscription, ça se passe sur octo.com. Octo, c'est aussi des publications. Donc, on a des livres blancs que vous pouvez retrouver sur notre site. Le dernier en date, c'est Culture Kaizen. Octo, c'est aussi un organisme de formation avec Octo Academy. Et si le sujet d'aujourd'hui sur le DDD vous a intéressé, chez Octo, on propose de la formation sur ce sujet. Et si ça vous va, on peut passer aux questions si vous en avez. Et donc, je vous remercie d'avoir écouté et je suis sûr que à partir de maintenant, vous allez continuer à regarder tout ça attentivement. Je vous remercie à tous.